Bonjour mes chers étudiants, je suis votre prof Ibrahim Gizeni j'espère que vous allez très bien dans ces moments assez difficiles. Donc euh, je commence avec vous dès aujourd'hui cette expérience d'enseignement à distance. J'espère qu'on arrivera tous ensemble euh, à la faire réussir. En plus de polycopes que je vous ai donné, je vais essayer à travers ces sessions de donner des éléments d'explication au cours. Comme ça, on arrivera peut-être à remplacer notre présence dans la faculté, dans la salle, etc. J'espère que cette expérience réussira. Donc, euh, ma voix est un peu très basse, donc s'il vous plaît, essayez de lever le volume de votre ordinateur pour que vous puissiez m'écouter. Dans cette session, je vais commencer par terminer. Je vais essayer de continuer le chapitre qu'on a déjà commencé, le chapitre 3 sur l'offre de la monnaie. Donc, je vais je passe. La dernière fois, nous avons vu le multiplicateur de crédit, le multiplicateur de crédit. Voilà le cours. Donc, la dernière fois, nous avons terminé la partie sur le multiplicateur de crédit et nous avons vu le diviseur de crédit. Maintenant, je vais essayer de faire cette partie qui est intitulée le multiplicateur de la base monétaire. Donc, c'est un autre multiplicateur en plus du multiplicateur de crédit. Et vous allez comprendre à la fin euh, de cette section l'importance de cette partie dans le cours parce elle nous explique, voilà, elle va nous donner euh, l'importance de la politique monétaire. Donc, avant d'aller plus loin, on définit qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire un multiplicateur de la base monétaire. Qu'est-ce que c'est la base monétaire? La base monétaire est définie H est composée par les billets en circulation, c'est-à-dire la monnaie fiduciaire, et les réserves des banques auprès de la banque centrale. Ok. Les réserves de la banque, nous l'avons déjà vu la dernière fois, les réserves de la banque auprès de la banque centrale sont composées principalement des réserves obligatoires. Donc, les réserves de la banque auprès de la banque centrale sont uniquement constituées par des réserves obligatoires RO. Et ok, qu'est-ce qu'on va chercher dans cette section? On va chercher et une relation entre masse monétaire et base monétaire. Donc, l'objectif, trouver une relation entre masse monétaire et base monétaire. C'est-à-dire, on va trouver une relation entre M comme masse monétaire et un coefficient multiplié par la base monétaire H. Cette relation entre... on va chercher de trouver une relation M qui est égale au coefficient fois H. Donc, l'objectif est de trouver ce coefficient. OK? C'est ça l'objectif de notre travail ici. Donc, je définis les réserves obligatoires. Les réserves des banques auprès de la Banque centrale sont uniquement constituées par les réserves obligatoires RO. Et on va prendre que ces dernières sont une fraction constante G des dépôts à vue. C'est-à-dire,
ok? C'est-à-dire que RO égale à G fois DAV qui est dépôt à vue, ok? Les billets de banque B sont une proportion aussi fixe, petit b, de la masse monétaire au sens de MA. Donc on va travailler, la masse monétaire, on va prendre l'agrégat M1. Donc la relation 1 va devenir comme ça, H devient, qui est égal B plus B, billet en circulation, plus réserve obligatoire. Les billets en circulation sont B, petit b, fois M1. Donc, B, comme je viens de dire, les billets B sont une proportion fixe B de la masse monétaire, plus petit g fois DAV. Petit g fois DAV représente les réserves obligatoires, qui sont une fraction g des dépôts à vue. Or, on sait que M1, l'agrégat M1, est composé de la monnaie fiduciaire et des dépôts à vue. Donc M1 égale à B plus DAV. Je peux donc écrire DAV de la façon suivante, M1 moins B. Ok? B étant petit b fois M1. Donc je peux réécrire cette équation de la façon suivante. Si je remplace grand B par petit b fois M1, je peux mettre M1 en facteur, et ça devient DAV égale à 1 moins petit b, le tout fois M1. Ok? Donc, je reviens donc à l'équation 2. Je peux la réécrire de la façon suivante. H est égal à grand B, qui est les billets de banque, B fois M1, petit b fois M1, petit b fois M1, plus G fois DAV. Or, G fois DAV, c'est-à-dire G fois 1 moins B, le tout fois M1. Donc, je peux réécrire donc la fonction, voilà la définition ou l'équation de la base monétaire. H égale à petit b égale à M1 fois petit b plus G, le tout fois 1 moins petit b. Ok? Et je trouve donc une relation ici entre la masse monétaire et la base monétaire. Et je trouve ici le coefficient que je cherche. Voilà le coefficient que je cherche. Donc là, d'où je trouve, si je réécris l'équation 4, maintenant M1 en fonction de H, je trouve que M1 est égal à 1 sur petit b plus G moins GB. C'est l'inverse de ce coefficient. Et donc, je trouve, voilà ma relation entre M1 et H, qui est la base monétaire, et M1, la masse monétaire, et je trouve le coefficient que je cherche. Mon coefficient, je l'appelle ici M1. Ok. M1 égale à donc 1 moins 1 sur petit b plus G moins GB. On appelle ce coefficient le multiplicateur de la base monétaire par rapport à M1. Donc, le concept de multiplicateur de la base monétaire, développé par les monétaristes, donc établi, les monétaristes est une école de pensée
composé d'économistes qui sont intéressés à la politique monétaire. Et donc, le leader de cette école, c'est un économiste très fameux qui est Milton Friedman, établit ainsi une relation entre la masse monétaire et la base monétaire. Donc, on trouve donc la relation entre masse monétaire et la base monétaire. Je m'excuse pour ce. Donc, et la base monétaire. Puisque la première est un multiple m, donc la première est un multiple m, voilà notre coefficient, multiple m de la seconde. Il en est déduit un lien, donc qu'est-ce qu'on trouve là? On trouve un lien de causalité, un lien de causalité, c'est-à-dire une relation entre M1 et H, entre la masse monétaire et la base monétaire. Donc la causalité dans le sens où la monnaie centrale est à l'origine de la création monétaire. Qu'est-ce que ça veut dire la monnaie centrale? La monnaie centrale, c'est la base monétaire, c'est H, c'est la base monétaire. OK? Les banques ne peuvent ainsi distribuer les crédits que si elles disposent au préalable d'une monnaie centrale sous forme d'avance de liquidité par la banque centrale. Ah, voilà. Ici, on trouve l'année qu'il y a donc que le volume de crédit qui est donné par les banques dépend de la banque centrale et des avances de liquidité de la banque centrale. Les volumes de crédit ici représentent la création monétaire et la création monétaire représente la masse monétaire. Or, la base monétaire est entièrement créée par la banque centrale. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la base monétaire qui est sous le contrôle de la banque centrale, puisqu'elle est composée de monnaie centrale, c'est-à-dire la monnaie fiduciaire, et les réserves obligatoires qui sont des réserves imposées par la banque centrale. Donc, cela fait que la base monétaire est sous le contrôle de la banque centrale. OK? Or, on trouve que cette H, qui est sous le contrôle de la banque centrale, influence le volume de la masse monétaire M1. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la politique de la banque centrale, représentée par H, influence la masse monétaire dans une économie. La banque centrale, représentée par H, influence la masse monétaire dans une économie. Cela veut dire que la banque centrale peut influencer la masse monétaire dans une économie. Comment il peut influencer la masse monétaire dans une économie? Grâce à la base monétaire H, qui est sous sa contrôle. Donc, il suffit qu'elle contrôle la progression. Elle contrôle la progression, c'est-à-dire la masse monétaire, pour maîtriser la création. Voilà, il suffit qu'elle en contrôle la progression, c'est-à-dire la progression de la base monétaire, pour maîtriser la création monétaire bancaire, et donc l'offre de monnaie. Donc, voilà. Donc, en plus, le multiplicateur de la base M dépend des facteurs de la liquidité bancaire. Le taux de réserve obligatoire G, voilà
ici G, voilà le G, qui est le taux de réserve obligatoire qui est imposé par la Banque centrale, et le taux d'encaisse liquide B, le taux d'encaisse liquide B, okay. Il suffit donc que la Banque centrale connaisse ce multiplicateur de la base monétaire pour qu'elle puisse orienter donc la progression de la masse monétaire M1. Donc voilà donc une version simple de multiplicateur de la base monétaire. Ce multiplicateur qui nous donne une idée sur la relation entre masse monétaire M1 et H. Il nous donne une idée sur le rôle que la Banque centrale pourrait jouer dans l'offre de monnaie dans une économie. On va compliquer, dans la section suivante, on va compliquer un petit peu cette formule simple, ou cette relation simple, pour déterminer un autre coefficient reliant la base monétaire et la masse monétaire dans une version un peu plus élargie. On continue avec le multiplicateur de la base monétaire, mais dans la section 3.2, on passe à une version élargie. Qu'est-ce que ça veut dire une version élargie? Donc, je vais expliquer la version élargie. Donc, version élargie. Donc, on va introduire dans le modèle d'autres variables, hélium, qui sont les dépôts à terme RT et les réserves excédentaires, RE. Ok. L'objectif étant toujours le même objectif, trouver les relations suivantes. Relation toujours entre la masse monétaire M1 et H, la base monétaire, c'est-à-dire un coefficient que j'appelle coefficient 1 multiplié par H, la base monétaire. On va aussi trouver une relation entre la masse monétaire M2 ici et la variable, la base monétaire H. Donc voilà notre objectif. L'objectif étant donc de trouver une relation entre M1 et la base monétaire H et entre la masse monétaire M2 et la base monétaire H. Donc, on va essayer de trouver coefficient 1 et le coefficient 2. On va essayer de trouver ces coefficients. Coefficient 1 égale à combien? Coefficient 2 est égal à combien? Ok. Donc, je lis la section. La base monétaire est définie comme étant l'ensemble des avoirs du public en monnaie centrale. La monnaie centrale, ce sont les liquidités, c'est la monnaie fiduciaire, et des réserves des banques auprès de la Banque centrale. Ici, les réserves des banques auprès de la Banque centrale, comme nous l'avons déjà défini dans la section précédente. Ces dernières sont supposées constituer des réserves obligatoires sur les dépôts à vue. Donc,
RD. Donc une partie de ces réserves ce sont des réserves obligatoires sur les dépôts à vue, RD, et aussi celles sur des réserves à terme, RT. Je vous rappelle que dans son modèle, on va supposer l'existence des dépôts à terme. Et donc, puisqu'il y a des dépôts à terme, les banques doivent constituer des réserves obligatoires sur ces dépôts à terme. Et on va aussi supposer l'existence de réserves excédentaires RE. Donc, il y a dans ce modèle des réserves excédentaires. Ok, les réserves excédentaires sont les réserves qui restent après avoir déterminé ou après avoir alloué nos réserves obligatoires. Donc la base monétaire H, la formule de la base monétaire H dans ce contexte devient égale les billets en circulation plus les réserves des banques auprès de la banque centrale. Donc H devient égal à B, grand B, qui sont les billets en circulation, plus les réserves des banques auprès de la banque centrale. Nous avons premièrement les réserves sur les dépôts à vue, RD, plus les réserves sur les dépôts à terme, RT, plus les réserves excédentaires. Je vous rappelle, dans ce modèle, on suppose l'existence de réserves excédentaires, on suppose l'existence de réserves de dépôts à vue et donc la constitution de réserves sur des dépôts à terme. Ok, puisque nous avons des dépôts à terme. Si l'on suppose, donc dans ce qui suit, on va donc déterminer des relations pour la formulation du coefficient de la relation entre M et H. On suppose que les billets et les réserves sur les dépôts à vue et les réserves excédentaires sont des fractions constantes des dépôts à vue DAV. J'appelle DAV les dépôts à vue. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que B est une fraction du DAV, de dépôt à vue. Donc, B sur DAV, j'appelle cette fraction alpha. Et les réserves excédentaires sur DAV est une fraction que j'appelle RD, petit r D. Et les réserves excédentaires sur DAV, je l'appelle RE, petit RE. Ok, donc voilà, j'ai les équations 2, 3 et 4. Je passe maintenant à la relation suivante que je vais définir, soit les réserves obligatoires sur les dépôts à terme RT sont une proportion constante du dépôt à terme date. Date, ce sont les dépôts à terme. Donc RT, réserve excédentaire sur date, est égal à petite RT. Ok, RT, c'est la fraction des dépôts à terme qui donne des réserves obligatoires sur les dépôts à terme. Ensuite, les dépôts à terme, les dépôts à terme sont un multiple bêta des dépôts à vue DAV. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que date est égal à bêta fois DAV. Date, dépôt à terme, est une fraction de DAV. Donc, date est égal à bêta fois DAV. Les relations 5 et 6, cette relation 5 et cette relation 6, je peux remplacer la date ici par sa valeur bêta fois DAV. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve RT est égal petit rt qui est la fraction
des réserves obligatoires sur les dépôts à terme est égal à grand RT sur bêta fois DAF. Donc on trouve cette relation. RT égale à grand RT sur bêta fois DAF. Ok? Vous voyez que nous avons défini plusieurs relations en fonction de la variable DAF qui est la variable dépôt à vue. Ok? La substitution des relations 2, 3 et 7 dans la relation 1, si je substitue, voilà la relation 1. Si je substitue ces relations 2, 3, 2, 3 et 7 dans la relation 1, je trouve que H devient égal à H devient égal à quelque chose qui est facteur de DAF. Je peux mettre DAF en facteur. DAF facteur de alpha. DAF facteur de alpha, c'est le bêta. C'est le B, je m'excuse, le billet de banque, B. DAV facteur de RD, c'est le grand RD réserve sur les dépôts, sur les dépôts à vue. Et DAV fois bêta RT, DAV fois bêta fois RT, cette relation, bêta fois DAV fois bêta fois RT me donne grand RT qui représente les réserves sur les dépôts à terme, plus DAV fois petit RE me donne les réserves excédentaires. Ok? Je sais que, je sais que la masse monétaire M1 égale à billet plus dépôt à vue, c'est-à-dire B plus DAF. Ok? On sait que M1 est égal à bêta B plus DAF. Ok? Cela veut dire que M1, je remplace B par sa valeur. Je sais que B est égal à alpha fois DAF plus DAF. Je peux donc mettre DAV en facteur. Cela me donne que M1 égale DAV fois 1 plus alpha. Ok? 1 plus alpha. Donc je peux remplacer mon DAV ici. Dans cette équation, je peux remplacer mon DAV ok, par DAV par H sur cette équation, ce coefficient. Donc, je sais que selon cette équation, DAV est égal à H sur alpha plus RD plus bêta RT plus RE. J'ai pris cette équation c'est l'équation 8 en fait, c'est l'équation 8. DAV est égal à H sur toute ce coefficient.
OK. Or, DAV est égal donc euh, donc est égal à M1 est égal à M1 sur 1 plus alpha. Ces deux équations me permettent de dire que M1 sur 1 plus alpha est égal à H sur alpha plus RD plus bêta RT plus RE. Si je réécris cette équation, je trouve que M1 devient égal à H fois 1 plus alpha sur alpha plus RD plus bêta RT plus RE. Donc, qu'est-ce que je trouve? Je trouve ici une relation entre M1 et H. Et je trouve un coefficient qui relie les deux variables, qui est toute cette équation, qui est toute cette expression. Donc, voilà cette expression. Cette expression représente mon nouveau coefficient qui relie M1 à H, la masse monétaire au sens de M1 et la base monétaire. Voilà, donc c'est ça. Donc la relation est représentée entre M1 et H est représentée par l'équation 10. OK. En variation, on obtient en variation, si je travaille avec delta, les deltas, c'est-à-dire la variation de M1 est égale à toute cette coefficient 1 plus alpha sur alpha plus RD plus bêta RT plus RE fois delta H. J'appelle ce coefficient petite M1. M1 est appelé multiplicateur de la base monétaire par rapport à M1. De même, nous pouvons définir un multiplicateur M2 par rapport à la masse monétaire au sens de M2. Puisque nous avons les dépôts à terme, donc on peut parler de masse monétaire M2, et donc on peut aussi trouver une relation entre M2 et H. Je vous rappelle que nous avons réalisé notre premier objectif qui est trouver le coefficient M1, le coefficient 1, le coefficient 1 et le suivant. Le coefficient 1 qui est M1 qui est égal à tout ça. Maintenant, je dois chercher le coefficient 2 qui relie M2 à H. OK? On sait que M2 est égal à M1 plus dépôt à terme, c'est-à-dire
B, billets de banque, voilà, excuse, billets en circulation, plus dépôt à vue, DAV, plus dépôt à terme, date. OK? On sait que M2, donc on peut mettre on peut remplacer ces variables B et DAV et date par leur expression, les expressions ici. DAV fois 1, c'est DAV. DAV fois bêta, c'est grand B, B en circulation. Et DAV fois bêta, c'est date, présente date. OK? Donc, je remplace DAV par sa valeur. On sait la valeur, on connaît la valeur de DAV. Donc, la valeur de DAV. Donc, DAV, donc on connaît une relation entre DAV et H. Voilà l'expression 8. L'expression 8 représente la relation entre DAV et H. Je peux remplacer DAV par sa valeur qui est ici. Je peux remplacer DAV par sa valeur qui est H sur alpha plus RD plus bêta RT plus RE. Je remplace DAV par cette expression. Ici, qu'est-ce que je trouve? Je trouve M2 égale 1 plus alpha plus bêta sur alpha plus RD plus bêta RT plus RE fois H. OK? Cette expression vient de cette expression. OK? Et qu'est-ce que je trouve? Donc, je trouve l'année, toujours, une relation entre M2 et H, la base monétaire. La masse monétaire M2 et la base monétaire H. Et le multiplicateur qui lie les deux, c'est toute cette expression, là, cette expression que j'appelle M2, qui est égale à 1 plus alpha plus bêta sur alpha plus RD plus bêta RT plus RE. On appelle ça, on est appelé multiplicateur de la base monétaire par rapport à M2. Donc non seulement on peut trouver une relation entre M1 et H, entre la masse monétaire au sens de M1 et la base monétaire H, mais aussi on peut trouver une relation entre la masse monétaire au sens de M2 et la base monétaire H. La masse monétaire en circulation dans une économie est ainsi un multiple M de la monnaie émise par la Banque centrale. Donc toujours H représentant la banque centrale et la masse monétaire M1 et M2 représentent l'offre de monnaie dans une économie. Ici, on trouve que une variable H qui est sous le contrôle de la banque centrale affecte l'offre de monnaie dans une économie. Et puisque une variable sous le contrôle de la banque centrale affecte la masse monétaire dans une économie, on peut dire que la banque centrale peut ou a la capacité d'influencer ou d'affecter la masse monétaire qui circule dans une économie. Et puis, en affectant la masse monétaire
dans une économie, ou c'est-à-dire l'offre de monnaie dans une économie, on appelle ça politique monétaire. On continue donc la section suivante, la section 4, intitulée La théorie du diviseur à partir d'un modèle simple de comportement des banques. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette section? Donc, cette section, on va travailler sur un modèle simple de comportement des banques. Voilà, des banques. C'est-à-dire, on va chercher le volume de crédit C. On va déterminer le volume de crédit C qui maximise le profit Pi de la banque. Donc, on va maximiser, on va déterminer C. On va maximiser donc une fonction de profit. Donc, une fonction de profit pi fonction de profit, maximiser une fonction de profit pi qui est fonction du crédit C, une fonction de profit C, ok. Et on cherche le volume de crédit qui maximise cette fonction. Voilà l'objectif. Donc notre objectif de cette section, l'objectif étant de maximiser une fonction de profit d'une banque et chercher le volume C du crédit qui maximise la fonction de profit. Donc, on doit déterminer une fonction de profit C qui est égale à revenu moins coût. Ok? Donc, je passe à la section. Donc, le comportement des banques peut être analysé à travers un modèle simple comme suit. On considère un système bancaire constitué de banques commerciales, BD, BD pour dire banque de dépôt ou banque commerciale, c'est la même chose, ok? Et dans une banque centrale, donc il y a des banques commerciales, BD, et une banque centrale dans ce système financier, voilà, dans son modèle de système financier. Voilà le bilan d'une banque de dépôt ou la banque commerciale. On trouve dans l'actif R pour dire réserve, C pour dire crédit, et dans le passif, D pour dire dépôt, dépôt à vue, on va assumer que ce sont des dépôts à vue, et REF, c'est pour dire refinancement. REF, c'est-à-dire refinancement. C'est le financement que la banque de dépôt demande auprès de la banque centrale. Les banques, vous savez que les banques, lorsqu'ils ont besoin de liquidités, ils demandent ces liquidités généralement auprès de la banque centrale. Donc la banque centrale finance les banques à court terme. On appelle ce financement à court terme de refinancement ou REF. Ici, on présente le bilan d'une banque commerciale, de la banque centrale, BC pour dire banque centrale. Dans les passifs, on trouve B pour dire billet en circulation, c'est-à-dire monnaie fiduciaire, et réserve.
R pour dire réserve. Réserve obligatoire que les banques déposent auprès de la Banque centrale. Et dans l'actif, on trouve ces trois rubriques. CNEX pour dire créance nette sur l'extérieur. CNETA pour dire créance nette sur l'État. Et REF pour dire refinancement. Donc, ce REF est le même que ce REF, refinancement. Le refinancement, il s'agit d'un élément de l'actif de la Banque centrale et représente un élément de passif pour les banques de dépôt. Donc voilà les hypothèses. Donc on passe à définir des relations fondamentales qui vont nous aider à écrire la fonction de profit. Allez, la fonction de profit pi qui est fonction du volume de crédit C. La première relation actif égale passif. Pour la banque de dépôt, réserve plus crédit est égal à refinancement plus dépôt. Pour la banque centrale, créance nette extérieure plus créance nette sur état plus refinancement est égal à R réserve plus billets en circulation. La base monétaire H, que nous connaissons déjà, c'est réserve R plus billets en circulation. On a déjà défini dans la section précédente que billets en circulation est une fraction de la masse monétaire M. Donc B égale à petit b fois M. Et les réserves, est une fraction des dépôts à vue. Donc R égale à G fois D. Donc on peut aussi donc on peut une minute. On peut écrire G fois D. Et puisque on sait que réserve égale G fois D, d'après la section suivante, précédente ici, vous voyez que réserve égale à G fois D. Et on sait que fois dépôt. On sait que les dépôts, d'après 3, les dépôts sont égaux à 1 moins B fois M. 1 moins B fois M. Donc, on peut écrire cette équation de la forme suivante. G fois le D étant égal à 1 moins B fois M1 au M. Je vais l'écrire, je vais oublier un peu la notion des agrégats, j'écris M pour dire M1. OK? La masse monétaire étant donc la masse monétaire étant B plus D, M égale à la masse monétaire égale B en circulation plus dépôt. Et puisque, comme nous l'avons déjà vu, donc la masse monétaire, le volume de la masse monétaire est égal au volume de ses contreparties. Quelles sont les contreparties de la masse monétaire? Nous l'avons déjà vu. Ce sont les créances nettes à l'extérieur, plus les créances nettes à l'État,
plus les concours à l'économie ou crédit au secteur privé. Donc, voilà la masse monétaire, voilà ses contreparties. Donc, je peux écrire cette équation de la masse monétaire en fonction des contreparties de la masse monétaire. Voici la fonction de demande de crédit, c'est une fonction de demande de crédit, celle-là. Donc, fonction de demande de crédit. Une fonction qui est une fonction de taux d'intérêt, d'un taux d'intérêt que les banques reçoivent en octroyant du crédit. On appelle ce taux ID ou taux d'intérêt débiteur. L'équation 5, c'est l'équation de refinancement. Le refinancement, si on va à l'équation au bilan des banques commerciales, le refinancement doit égal réserve plus crédit moins dépôt. Réserve plus crédit moins dépôt, je trouve refinancement. Donc réserve plus crédit moins dépôt. Ok. Je vais remplacer donc chaque variable par son expression. Je sais que les réserves est égal à G fois 1 moins B fois M. Donc j'écris G, je remplace R par G fois 1 moins B fois M. Plus crédit, je laisse la variable crédit telle qu'elle est. Moins dépôt. Ok. Le dépôt, c'est 1 moins B fois M. Voilà. Voilà, c'est l'expression des dépôts à vue. 1 moins B fois M. Elle est déterminée à partir, elle est trouvée déjà dans la section précédente. Ok. Ici, dépôt, DAV ou DAV dépôt, égale à 1 moins B fois M, fois M1. Donc c'est l'expression 3. Ok. Je rentre à mon équation, donc F, R plus C moins D est égal à G fois A moins B fois M plus C fois A moins B fois M. Maintenant, je vais remplacer la variable M par son expression, là par sa valeur, qui est ici. M est égal à B plus D est égal aussi à Cnex plus Cn état plus crédit. Donc je réécris cette équation, mais en remplaçant M par Cnex plus Cn état plus crédit. Donc je réécris l'équation. Rf est égal à C. Cette C est la même que cette C. OK. OK. La même que cette C. Puis, plus R plus G fois A moins B fois M. Donc c'est G fois A moins B fois M. C'est quoi M? C'est cette expression. Cnx M, je remplace M par Cnex plus Cn état plus C. OK? C'est ça l'expression. La même chose, 1 moins B fois M, moins 1 moins B fois M, j'écris moins 1 moins B fois, je remplace M par son expression aussi, ici. Donc,
Pourquoi je fais ça? Parce que je veux montrer la variable C dans cette équation. Je vous rappelle que je cherche à maximiser une fonction de profit C qui est fonction de C volume des crédits. Ok? Donc pour cette raison, je dois montrer la variable C dans l'équation. Ok, maintenant je peux écrire la fonction pi de profit de l'entreprise. Pi étant recette moins coût. On sait que les recettes de la banque, ce sont les intérêts reçus sur les crédits. Les intérêts reçus sur les crédits, c'est C, volume de crédit, fois le taux d'intérêt ID, le taux d'intérêt débiteur. Donc, intérêt reçu. J'ai pas bien écrit le mot intérêt reçu. Okay. Moins les coûts. Les coûts, ce sont les intérêts payés par les banques aux déposants, qui est égal à volume de dépôt fois IC. IC étant le taux d'intérêt créditeur, c'est-à-dire payé par la banque sur les dépôts. Plus, la banque aussi paye un intérêt sur le volume de refinancement reçu de la Banque centrale. Si elle est financée par la Banque centrale, donc elle doit payer un taux d'intérêt sur ce financement, sur ces liquidités. On appelle ce taux d'intérêt IF pour dire taux d'intérêt de refinancement. Donc voilà, en rouge, les intérêts reçus, et en noir, voilà le coût total du coût. Coût de la banque. Ok. Donc je vais écrire toute cette équation de profit d'une autre manière. Donc voilà la fonction de profit. Profit est égal à ID fois C. Donc l'intérêt reçu sur les crédits moins le total du coût. Le total du coût est composé par une partie des coûts sur les dépôts et des coûts sur le refinancement. Ok. Donc ID fois D, je sais que IC fois D, je m'excuse. Donc j'écris IC fois la formule de représentant D. Voilà D. Ceci est l'expression de D que j'avais déjà définie ici. Ok. A moins B. A moins B fois C next plus C en état plus C. Ok. Voilà. A moins B, voilà le D. A moins B fois C en état plus C next plus C. Le D. Le tout fois IC, le taux d'intérêt sur les dépôts, moins IF fois RF, puisque j'ai enlevé
les parenthèses, donc ce plus devient moins. IF, le taux d'intérêt payé à la Banque centrale, fois le volume de refinancement. J'ai déjà défini l'équation de refinancement. C'est toute cette équation. Donc j'ai écrit je remplace donc RF par son expression qui est toute, voilà, expression de F, le financement. Donc voilà, donc l'expression, donc voilà l'expression de la fonction de profit de la banque qui est exprimée en fonction du volume des crédits C. Ok, donc j'ai réalisé mon premier objectif qui est d'écrire la fonction de profit. Maintenant, je vais chercher à maximiser cette fonction de profit par rapport, en dérivant la fonction de profit par rapport à la variable C, qui est la variable de volume des crédits. Qu'est-ce qu'on fait ça? Donc on dérive la fonction. Donc vous savez que pour maximiser une fonction, la dérivée au maximum est nulle. Donc je dérive la fonction de profit par rapport à C, qui doit être nulle pour déterminer le maximum de cette fonction, le point où C, le volume de crédit, maximise le profit de l'entreprise. Qu'est-ce que je trouve à la fin? Je trouve cette expression, le taux d'intérêt ID, le taux d'intérêt débiteur, c'est-à-dire le taux d'intérêt sur les crédits, est égal à IC fois 1. Le IC, c'est le taux d'intérêt que la banque paye sur les dépôts, fois A moins B, moins B, plus IF, le taux d'intérêt sur le refinancement, fois B plus G fois A moins B. Donc je vous rappelle, G c'est le taux de réserve obligatoire et B étant le taux d'encaisse liquide. Donc pour que la banque maximise son profit, il faut que ID, le taux d'intérêt sur le crédit, soit égal à IC fois 1 moins B plus IF fois B plus G fois 1 moins B. Voilà, on a terminé l'explication du chapitre offre de la monnaie, chapitre 3. Chers étudiants, j'espère que vous avez bien compris et je vous remercie pour votre effort et pour votre patience. Et j'espère que vous restez en bonne santé. Merci beaucoup et au revoir. À la prochaine. Je vais au prochain chapitre 4.